Bienvenue à Gen Z Insight, une série de podcasts de l'IFES qui vous aidera à réimaginer le ministère chrétien pour les étudiants d'aujourd'hui, où que vous soyez. Vivre mieux et pas seulement vivre plus longtemps. Voilà l'une des grandes priorités de la génération Z selon le rapport de l'IFES. Cette génération le sait bien. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et pourtant, partout dans le monde, les jeunes font face à une véritable crise générationnelle de santé mentale. Les chiffres sont alarmants. Plus d'anxiété, plus de solitude, plus de fatigue numérique que jamais auparavant. La pandémie de COVID-19 n'a fait que accentuer ces fragilités en privant les étudiants des moments clés de socialisation et de transition vers l'âge adulte. Alors, comment pouvons-nous, en tant que communauté chrétienne sur le campus, répondre à ce défi? Comment accompagner cette génération qui cherche non seulement à survivre, mais à s'épanouir? Bienvenue dans l'épisode 3 de Gen Z Insight, réflexion sur la génération Z, où nous nous concentrons sur la génération en quête du bien-être. Je suis Emmanuel Wagmako, secrétaire régional de l'IFES en Afrique francophone, basé au Burundi, et je suis heureux d'être votre hôte. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'immersion numérique de la génération Z, puis de son exposition culturelle. Aujourd'hui, nous abordons un troisième axe majeur, son souci du bien-être et en particulier de la santé mentale. Dans cet épisode, nous allons réfléchir ensemble à des questions essentielles. Comment accueillir et accompagner les étudiants en difficulté en les aidant à se connecter à l'espérance en Jésus-Christ et à la vision biblique d'une vie en plénitude? Comment veiller à ce que nos ministères ne surchargent pas les étudiants et le personnel, mais qu'ils soient des espaces de respiration et de croissance? Et comment aider les étudiants et les jeunes équipiers à trouver l'équilibre entre le soin de soi et la croissance à travers les défis? Comme dans les épisodes précédents, nous allons commencer par les perspectives de recherche issues du rapport Réflexion sur la génération Z pour le ministère étudiant mondial, rédigé par Peter Dray. Ce rapport est basé sur des conversations avec des étudiants, des équipiers et des responsables de mouvements IFES à travers le monde. Vous pouvez le consulter sur le site de l'IFES. Dans ce rapport, nous avons 3 thèmes clés en rapport avec le bien-être. Premièrement, la santé mentale compte. La génération Z a grandi dans de villes rapides et déconnectées, a subi l'isolement de la pandémie et a vu les limites des modèles traditionnels de santé. Et résultat, elle considère la santé mentale comme fondamentale pour le bien-être global. Même dans des contextes où ce sujet reste tabou, les étudiants en parlent avec passion et réclament du soutien. Au Timor-Leste, par exemple, des équipiers ont été surpris de découvrir à quel point la santé mentale était au cœur des préoccupations de leurs étudiants. Cela nous pousse à nous poser de nouvelles questions. Comment nos groupes étudiants peuvent-ils être accueillants pour ceux qui ont un souci de santé mentale? Et comment offrir un soutien simple, non expert, mais réel? Et comment montrer par nos vies que la foi chrétienne prend au sérieux la personne dans sa globalité, corps, âme et esprit? Le deuxième thème, c'est la fatigue numérique. La génération Z est une génération toujours connectée. Mais cette hyperconnexion entraîne une surcharge mentale. Notifications constantes, écran omniprésent, stimulation continue. Beaucoup d'étudiants disent se sentir épuisés. Certains commencent à s'adapter. Ils parlent de sabbat numérique, utilisent des applications pour limiter leur temps d'écran ou séparent leurs canaux de communication entre vie personnelle et vie professionnelle. Les mouvements étudiants, eux aussi, s'adaptent. En Irlande, par exemple, une conférence de leaders étudiants a été repensée avec des sessions plus courtes et des temps de marche en nature. La génération Z apprécie les environnements qui privilégient la présence plutôt que la productivité, la profondeur plutôt que la distraction.
Voilà une invitation pour nous. Comment repenser nos événements, nos formations, nos rencontres pour qu'ils soient des espaces de respiration et non de surcharge? Le troisième thème, l'équilibre entre soin de soi et croissance par défi. Si la génération Z valorise le repos et les limites saines, certains responsables craignent qu'elle évite les défis qui favorisent la maturité. La psychologie, comme la Bible, rappelle que nous grandissons dans une zone d'étirement, ni trop confortable, ni trop écrasante. La question est donc, comment aider cette génération à discerner quand persévérer et quand se protéger? Comment l'accompagner dans une croissance qui ne nie pas ses fragilités, mais qui l'encourage à avancer avec courage et espérance? Et peut-être que nous, les générations plus âgées, avons aussi à apprendre de leur sensibilité, leur insistance sur le repos, sur les limites, sur la santé mentale, peut être un don pour nos ministères, une correction bienvenue à des habitudes parfois trop centrées sur la performance. Voilà le cadre de notre conversation aujourd'hui. Nous allons écouter notre panel réagir à ces réalités et partager leurs expériences sur la manière dont nous pouvons accompagner la génération Z dans sa quête de bien-être. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir 3 invités passionnés par la question du bien-être étudiant. D'abord, Tuali Blé Nina, doctorante en criminologie. À ses côtés, Dr Igor Nyonzima de la génération Z est un jeune médecin généraliste récemment diplômé, animé par une profonde passion pour les maladies chroniques non transmissibles et convaincu que le bien-être mental est la base de tout développement humain. Elina Bourquin est diplômée en psychologie et en criminologie. Elle participe depuis longtemps aux activités de la GBU et fait partie de son personnel. Ensemble, ils vont enrichir notre réflexion grâce à leurs expériences et à leur vision. Bienvenue, chers amis. On va aller à tour de rôle pour prendre contact avec le rapport de Peter Drake. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans le rapport? Oui, Igor. Rebonjour. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce rapport, j'ai vu que la génération Z actuellement s'intéresse beaucoup à la santé mentale, ce qui n'était pas le cas, je dirais, pour les générations antérieures ou bien précédentes. Mais je vois que dans ce rapport, il cite que aujourd'hui, comme la médecine a avancé, la technologie aussi, mais aussi que cette génération s'intéresse beaucoup au bien-être, pas seulement physique, mais aussi au bien-être mental. Donc, ce qui est intéressant, je dirais. Mais malgré que cette génération s'intéresse beaucoup à la santé mentale, ce que je vis, c'est que même avec cette technologie, c'est bon. D'un côté, c'est bon, c'est un atout dans l'ordre positif, mais de l'autre côté, ce que j'ai pu remarquer, c'est que même cette technologie, comme c'est actuellement c'est accessible d'une façon facile, mais j'ai vu que nous aussi, bon, je peux même prendre l'exemple sur moi aussi. Je peux dire que je passe beaucoup plus de temps en utilisant ces technologies, que ce soit Internet, que ce soit ou bien sur, disons, Facebook, je passe mon temps à scroller. Mais j'ai vu que ça aussi, ça peut d'une fois partie B, la santé mentale. Et ce que j'ai vu aussi, c'est sur ce qui m'a intéressé, c'est sur la fatigue numérique. Ça, quand je lisais ça, bon, je me suis dit, hey, ici vraiment, le type, il parle de moi. Parce que parfois, quand j'ai passé beaucoup plus de temps sur
sur, bon, disons, les réseaux sociaux, il y a une sorte d'anxiété que je ressentais, mais que je parvenais pas à bien déceler le pourquoi. Mais quand j'étais en train de lire le rapport, j'ai vu que bon, j'ai vu que cette fatigue, ça peut perturber même, bon, disons, ma concentration, disons, ma façon de penser, disons, ma façon d'interagir avec les autres, ou bien mon jugement. Mais si j'essaie de ramener ça dans notre contexte du Burundi, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans nos discussions. C'était quelque chose qu'on discutait rarement concernant ce qui concerne la santé mentale. Donc, je pense que dans le contexte de notre pays, c'est toujours impétable, je dirais. Merci beaucoup. Alors, ça c'est intéressant. Selon Igor, au Burundi, il y a une certaine ouverture de discuter sur la santé mentale, mais c'est pas encore cela. Quelle est votre impression? On va peut-être faire le tour pour voir les différences entre les différents pays. Igor vient du Burundi, Nina en Côte d'Ivoire. On va terminer par la Suisse. Je suppose que c'est euh, assez différent. Mais Nina, est-ce que tu penses que en Côte d'Ivoire, quel est le niveau d'ouverture pour discuter de santé mentale? Je suis Nina Touali, je suis de la Côte d'Ivoire, comme Emmanuel l'a dit. Je suis membre des GBU Côte d'Ivoire, responsable chargée de la mission et l'évangélisation et aussi coordonnatrice du programme santé mentale en milieu universitaire des GBU Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les jeunes commencent aussi à s'intéresser au sujet. Commencent à s'intéresser au sujet de la santé mentale, à comprendre, à chercher à comprendre, à savoir comment est-ce que on peut réellement détecter, je peux dire, la souffrance chez soi, même peut-être chez une autre personne. Et il commence à poser des questions, il y a certains qui font même des podcasts, qui font des statuts, parce que vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a essuyé beaucoup de cas de suicide. Nous avons essuyé près de 4 cas de suicide au niveau du campus universitaire et même au niveau de la ville d'Abidjan, nous avons essuyé de nombreux cas de suicide où des personnes ont décidé de carrément se jeter du haut du pont. Donc, ça fait que ça commence à marquer les esprits et les gens se disent, attention, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que les gens décident de sauter la vie carrément. C'est vrai que la vie est difficile, c'est vrai qu'il y a des soucis, mais pourquoi est-ce que les gens décident de se suicider? Donc, les jeunes ont commencé à vraiment s'interroger, à chercher à se former, à se lancer. Mais il faut dire que c'est encore vraiment, ça reste toujours un sujet délicat à cause de la stigmatisation. Parce que aller vers quelqu'un pour dire, bon, je souffre de dépression, je souffre d'anxiété, je souffre de tel trouble ou j'ai tel ou tel souci, c'est encore vraiment un grand pas qu'on cherche à réellement faire parce que les gens n'ont pas cette habitude de s'ouvrir. Ils n'ont pas la culture de se confier, ils n'ont pas cette culture-là de parler de ce dont ils souffrent. On n'a pas cette culture-là de devoir dire notre mal ou notre mal-être en réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai aimé l'un des éléments de ce rapport. On constate une jeunesse qui cherche à trouver des solutions par elle-même. Une jeunesse qui cherche à trouver des solutions par elle-même à travers, comment on appelle ça, des recherches sur Internet. Mais dans le rapport, il est fait mention de comment on appelle ça, du sport. Donc, on voit beaucoup de jeunes qui s'adonnent au sport pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir oublier un peu certaines choses. Mais je me dis que c'est pas vraiment suffisant. Et c'est pas assez impactant. C'est pas assez impactant pour leur propre santé mentale.
Parce qu'en fait, au niveau du mental, le mental a besoin d'être libéré. C'est comme une source d'énergie qu'on emmagasine et qui cherche à sortir, en fait. Comme j'aime souvent, je me rappelle que j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais est-ce que la dépression n'est pas comme une force, comme une puissance qui est en nous, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à parler, qui cherche souvent vengeance, qui cherche à avoir une réalité, une existence, à avoir une forme en réalité. Et qu'on continue d'emprisonner et qu'on continue, c'est comme si on cherche à fermer le bocal avec force, mais un jour, ça va exploser. Et c'est ce qui fait que quand ça explose, eh bien, certains optent pour le suicide, en fait. Donc, je me dis que c'est un sujet encore tabou. Donc, il faut vraiment briser ce tabou-là en réalité au niveau de nos jeunes. Merci beaucoup. Dépression, une force. Ça mérite beaucoup plus de détails, de discussions. Peut-être, si on trouve le temps, on va revenir vers ça. Mais je vais quand même me tourner vers Elina. Où est-ce que ça se situe, la discussion, l'ouverture vers santé mentale? Alors, moi, c'est l'avantage, j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir à cette question pendant que vous parliez. Moi, je vois deux endroits où, en fait, je vois des différences. D'une part, une différence entre le contexte de l'Église et puis le contexte séculier. Et puis, d'autre part, entre le genre de santé mentale dont on parle. Je trouve que les gens dans le milieu séculier sont beaucoup plus à l'aise de parler de santé mentale, de recommander d'aller voir un psychiatre, de partir du principe que c'est normal d'avoir de l'anxiété. Alors, ils vont peut-être essayer de trouver des solutions dont je ne suis personnellement pas convaincue. On aura les personnes qui se baladent avec des pierres, des améthystes dans leur eau pour que ça donne de l'énergie positive et rassurante. Mais voilà, effectivement, ça revient vers ce que disaient les autres ils sont à la recherche de solutions. Et puis, d'autre part, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui, dans leur contexte d'église, en fait, n'ont pas trouvé de soutien quand ils traversaient des épreuves, quand ils traversaient une grosse dépression, quand ils avaient des périodes d'anxiété, ils avaient besoin d'un certain soutien. Puis en fait, de la part de leur église, ils entendaient plutôt des reproches. C'était plutôt un péché d'être triste plutôt que d'être toujours joyeux. On nous dit de n'être anxieux en rien parce que notre Dieu va s'occuper de nous. Eh bien, donc c'est mal d'être anxieux. Et puis, ça a été un des retours de l'Église. Un retour aussi que j'entends beaucoup, c'est des gens qui recommandent d'aller discuter avec un pasteur plutôt que d'aller voir un psychiatre professionnel qui serait non chrétien. Alors que ça, il faut le savoir. Tout psychiatre digne de ce nom qui a été correctement formé va encourager le recours à une religion. Quelqu'un qui s'accroche à une religion en bataillant des soucis de santé mentale, un psychiatre ne devrait jamais décourager une foi qui est bonne pour l'état mental de la personne, tant qu'elle ne l'endommage pas. Et puis, donc ça c'est au niveau du contexte social que je vois une différence en termes de confort de mentionner ces sujets. D'autre côté, je pense à la gravité du trouble en question. C'est devenu un peu attirant, attractif, fun de parler de je suis comme ça à cause de mon anxiété sociale. Ah, je me comporte comme ça parce que je suis distraite, j'ai un TDAH. J'arrive pas à interagir avec des gens pendant longtemps, c'est mon autisme. Et puis, mais un peu comme si on en saupoudrait un petit peu sur notre vie de tous les jours pour la rendre un peu plus épicée. Et on a des termes pour ça. On a alors neurodivergent, mais j'ai aussi entendu le terme neuroépicé, neurospicy. Ça rajoute un peu de piment. Donc, cela, on en parle très, très, très souvent. J'argumenterais même pour dire qu'on en parle trop souvent. Ça devient une identité un petit peu. Puis après, il y a
les grosses dépressions, celles qui font que les gens n'arrivent pas à sortir du lit pendant des jours, ils n'arrivent pas à se nourrir, qu'ils n'arrivent pas à faire le ménage, les anxiétés qui paralysent. Et celles-là, on en parle après coup. Moi, j'ai des gens qui en ont discuté avec moi, qui m'ont partagé, mais ils en parlent souvent au passé. Les gens sont rarement à l'aise d'en parler dans le moment. Et particulièrement en Suisse, je pense, on a un peu cette tendance il faut que tout soit bien. Notre maison, elle est propre. Tout va bien. On va à l'église le dimanche, on va au travail bien habillé. On conduit une belle voiture, on a une belle montre, et puis tout va bien. Et peut-être qu'après coup, on regardera en arrière et on dira tout n'allait pas bien. Mais pendant qu'on est dans le moment, on serre les dents et on ne dit pas que ça ne va pas bien. Donc pour moi, c'est un peu on parle de santé mentale comme si c'était la même chose, mais je pense qu'il y a une distinction de la façon dont on traite ces sujets selon leur gravité. Merci beaucoup. Alors, dans le rapport de Peter Drey, il propose certaines choses comme une façon de répondre à cette question de santé mentale. Il parle d'accueillir ceux qui traversent les difficultés, offrir un soutien non expert, former le personnel à la sensibilisation à la santé mentale, encourager le personnel à montrer comment leur foi s'entrecroise avec leur santé mentale, adopter des habitudes saines de repos et de sommeil lors des conférences et d'événements. Est-ce que tu vois un croisement? Ça rejoint plus ou moins ce que nous avons essayé de mettre en place lors du projet que nous avons eu à faire avec l'ILC. Et il y a un élément important que nous avons essayé et que nous continuons d'essayer de mettre en place, c'est la formation du disciple global. Je crois qu'il a parlé de cet élément, mais il n'a pas insisté, il n'a pas élargi le champ. Il faut savoir que la prise en charge psychosociale dans le projet est une prise en charge holistique. Elina a parlé du domaine séculier et du domaine religieux. Lorsqu'on parle souvent de santé mentale, on a plus tendance à vouloir séparer la culture, la science et également la foi. Alors que ce sont en fait ces trois éléments qui doivent être pris en compte pour le bien-être de l'individu. Parce que l'être humain vit dans une société, il a une culture propre à lui, qui doit pouvoir l'aider à pouvoir être en bonne santé mentale, physique, je peux dire même émotionnelle, sociale, professionnelle. Et tout également, il y a son appartenance à une religion qui a également un impact. Et également la science qui, au travers des psychologues, au travers des écoutes, l'aide à pouvoir aussi se sentir bien. Donc, la formation des disciples, la formation des étudiants, la formation de nos responsables, doit pouvoir tenir compte de ces trois éléments, ne pas écorcher un seul élément afin de pouvoir aider l'individu à être, je peux dire, un être complet, à pouvoir être un être complet en lui-même. Parce que au niveau de la santé mentale, il y a trois volets qui sont pris en compte. Il y a la promotion de la santé mentale qui consiste à sensibiliser l'individu, permettre de reconnaître les problèmes. Il y a la prévention. Et la prévention permet de pouvoir réellement mettre en place cet élément, c'est-à-dire la formation des disciples au niveau holistique. Et le dernier élément qui est la prise en charge qui relève totalement de la santé, des hôpitaux, des spécialistes, mais que nous, en tant que GBUiens, ne pouvons pas totalement faire parce que nous n'avons pas encore en notre sein, je peux dire au niveau du projet, nous n'avons pas encore en notre sein de véritables spécialistes parce que nous travaillons, je peux dire, en partenariat avec certains psychologues, mais notre désir, c'est de pouvoir mettre en place une équipe, des équipiers qui auront cette capacité-là de pouvoir faire une prise en charge globale. Ce sont à la fois des psychologues, à la fois des amis au sein du mouvement
et qui sont aussi des spécialistes préalablement formés dans des universités et autres. Et dans ce que tu dis, il y a justement deux aspects importants que nous considérons quand nous abordons le sujet de santé mentale. Il y a ce que nous pouvons faire, il y a nos limites. En tant que ministère auprès des étudiants, nous pouvons offrir justement un soutien non expert que tout le monde peut offrir. Et j'aime bien ce que tu donnes. Bon, moi qui aime les maths, je vais dire que c'est la rencontre des trois aspects, la culture, la science et la foi. C'est dans cette rencontre que la santé mentale se vit à la rencontre des trois éléments. Mais je disais, comme tu dis, il y a ce que nous pouvons faire, une offre de soutien qui n'est pas nécessairement experte, mais nous reconnaissons aussi nos limites. Il y a des cas qui ont besoin des experts et nous devons savoir quand est-ce qu'il faut réorienter la personne vers un expert. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous retrouverons nos trois mêmes participants et nous examinerons de plus près la fatigue numérique ainsi que la meilleure manière d'accompagner la génération Z face aux défis de cette nouvelle ère digitale. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la deuxième partie.